Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce dimanche 21 avril 2024. Et pour ce rendez-vous dominical, nous nous inspirons d'un fait, un fait de l'actualité de la semaine, à savoir le lancement officiel de la levée de fonds autorisée par le ministre de l'administration territoriale pour les gardes malades. Il faut leur construire un refuge dans les jours qui viennent. Nous nous appuyons sur ce fait pour parler du rôle et de la place du garde malade dans le système sanitaire au Cameroun. Il est question de comprendre le rôle que les gardes malades jouent dans l'organisation du travail dans les institutions sanitaires. On va se poser des questions. Qu'est-ce qui explique la présence d'un grand nombre de gardes malades dans les hôpitaux? Comment ces profanes collaborent-ils avec les professionnels quand on sait que l'hôpital est en principe une institution très délicate à gérer? Nous ne sommes pas seuls à parler de ce sujet ce soir. Nous avons autour de nous, je commence par le professeur Félicien Antonet. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes heureux que vous soyez là, professeur. À votre service, comme d'habitude. Je rappelle que vous êtes médecin, psychiatre, vous êtes directeur général du CHU, le centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Bienvenue une fois de plus. Merci. Tout à côté de vous, Albertine Bitara, bonsoir. Bonsoir Séverin. Ça marche bien, Santé Nature Info? Un tout petit peu. On essaye de faire en sorte que ça marche un peu plus rapidement. Vous connaissez bien Albertine, c'est un visage de la télévision, elle est journaliste, maintenant directeur de publication de Santé Nature Info. Et je termine par Félicité Ouyonou, connue également. Bonsoir Félicité. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous. La voix vous rappelle quelque chose, c'est une ancienne de la CRTV, elle est journaliste. Maintenant, elle est promotrice d'un projet, le projet de levée de fonds pour la construction d'un refuge pour les gardes malades. Oui, d'un refuge de l'association Kedi Oyono pour les gardes malades, qui est une problématique que l'association a bien voulu poser sur la table pour faire le plaidoyer de ce que je dis souvent, qu'on s'occupe du malade, mais il n'y a personne en fait qui s'occupe réellement du garde malade. Merci à vous qui prenez la peine de regarder cette émission dimanche soir. Cela dit, avant toute chose d'ailleurs, chers invités, intéressons-nous à ce qui a fait l'actualité à la fin de la semaine. Une manifestation de rue à l'entrée du palais de l'Unité. Eh bien, le quotidien Mutation, qui s'est intéressé à cette activité-là, parle d'une haute tension à Yaoundé 1er, alors que le Messager écrit dans sa une du jeudi, commune de Yaoundé 1er, 2 morts aux portes du palais. Et sur le fait, il faut retenir que 2 personnes ont perdu la vie écrasées par un camion parce que, à bord d'une moto, elles tentaient d'échapper au contrôle des agents de la police municipale. Ce fait nous interpelle tous, tant que nous sommes autour de cette table. Un incident de plus. Professeur. Oui, un incident de plus, malheureusement, un incident de plus qui reflète le conflit civique entre la force de l'ordre et puis le citoyen. Il faut le dire à haute voix, nous assistons à un glissement progressif, mais très difficile à supporter, où l'autorité a tendance à être irritante pour le citoyen, alors qu'elle est là pour protéger le citoyen. Donc il y a un conflit de communication, un conflit de compréhension, parfois même un refus de reconnaissance de l'autorité. Il y a un certain nombre de comportements sous-tendus par la violence. Hélas, le Cameroun n'était pas comme ça, donc nous devons nous ressaisir. Albertine, c'est un sujet qui préoccupe. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ce type de choses entre la police municipale et les conducteurs de moto-taxi. Justement, Séverin, il faut le dire, la question de la place de la police municipale au regard de ce que l'on peut appeler ces exactions qu'on enregistre de temps en temps revient au devant de la scène avec cet incident-là d'il y a quelques jours. Je pense que, en ce qui me concerne, je pense que le décret du chef de l'État en matière qui fixe les modalités d'exercice de cette police municipale, je crois du 9 août 2022 est assez clair. 9 août 2022, il est assez clair. Malheureusement, on a vraiment l'impression que ces agents municipaux ont du mal eux-mêmes à
comprendre très bien quel est leur rôle. Parce qu'il faut déjà noter que chaque fois qu'on entend parler de police municipale, généralement on parle de moto. Alors qu'il faut comprendre que ce n'est pas seulement leur mission, il y a beaucoup d'autres activités où on attend bien sûr que ces agents soient agissants, mais ce n'est pas le cas. C'est toujours lorsqu'on parle de motos, de déguerpir, les vendeurs à la sauvette, qu'on entend parler des agents municipaux. Quand on parcourt un peu ce décret, moi ce qui me frappe, c'est que, je le disais, c'est un décret qui est clair, mais qui ne fait pas beaucoup d'accent sur la formation de ces agents municipaux. Et je pense que c'est après la réunion, il me semble qu'il y a eu, au lendemain de cet incident, le ministre de l'administration territoriale qui a organisé cette réunion a insisté sur ce pan. Peut-être qu'il faut insister sur cette formation. Et pour venir sur ce que disait le professeur également, c'est une sorte de sensibilisation également des populations qui doivent comprendre que quelle que soit l'autorité, voilà, elles ont intérêt à travailler avec cette autorité, parce qu'il y a comme un conflit toujours entre ces mototaximens, ces vendeurs et ces personnes qui sont là pour assurer leur sorte de tranquillité et de sécurité. Donc il faut une sensibilisation des deux côtés et une formation pour ces agents municipaux qui malheureusement... Je crois que c'est même pas seulement dans la rue. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où les forces de l'ordre existent, mais il y a eu des nouveaux métiers. Par exemple, les vigiles dans les hôpitaux. Toutes ces personnes doivent d'abord être formées, parce que même les forces de l'ordre passent par une école de formation. Exactement. Si on ramasse dans la police municipale le tout venant, on risque aussi d'avoir des délinquants à l'intérieur. Maintenant, je voudrais respecter cette profession et respecter le décret qui crée cette profession et dire qu'il y a aussi beaucoup de délinquants dans la société. Donc, en fait, c'est la rencontre des attitudes délinquantes qui crée cela. Parce que une personne formée dans la profession de la police municipale doit travailler dans une société où les citoyens respectent cela. Les conflits que nous rencontrons souvent, c'est qu'on a dit qu'il y a un périmètre de circulation, mais le garçon en moto a du mal à respecter le territoire. C'est qu'on ne vend pas sur les trottoirs, mais bon, moi je suis au CHU, l'accès à l'hôpital est fermé par un marché le dimanche de légumes qui prennent la moitié de la route, et ce sont des Camerounais qui estiment que personne ne doit venir les embêter. Alors, on parle peut-être de la police municipale qui ne joue pas son rôle. Oui. Félicité. Qui n'est pas formée, parce que moi je voudrais insister quand même. Aussi, hein. Oui, je voudrais insister dessus. Vous savez, j'ai jamais su exactement où doivent rouler les mototaxis. Leur place, c'est à gauche, c'est au milieu ou bien c'est à droite? Le code de Quand la j'ai route, dit ça, il y a un code de la route. Oui, justement, que je ne connais pas, ça, je l'avoue. Ce que tu ne connais pas, c'est leur code. Parce que ce serait dommage que chaque motocycliste ait son code. Ce qui me dérange un peu dans notre pays, c'est l'impression qu'on mette du zèle à appliquer en fait certaines dispositions des lois, et qu'on soit un peu plus laxiste à contrario sur d'autres dispositions. C'est-à-dire que le monsieur de la police municipale se dit qu'il est dans son rôle, d'accord, qu'il fait son travail, qu'il fait son job, avec beaucoup de zèle d'ailleurs. Sauf que, est-ce que ces policiers municipaux, en chasse derrière une moto, se sont rendus compte que les occupants de la moto n'avaient pas de casque? Pour eux, c'est un détail, déjà. C'est déjà anormal que, dans nos rues, circulent des personnes qui sont sur la moto sans le casque. Je crois qu'il y a un arrêté d'ailleurs qui le dit clairement, et on devrait pouvoir faire respecter cela. Déjà, c'est pour la sécurité de ceux qui sont sur les motos. Ensuite, il y a combien de personnes qui doivent être sur les motos? Moi, je vois des enfants en bas âge qui sont posés sur le guidon. Sur le guidon, et vraiment, c'est peut-être au très fort, je n'exagère pas, le docteur. Donc, on le voit, il y a une famille, le père, la mère, les enfants, c'est quand même de l'insécurité, je veux dire. Et tant qu'il n'y a pas un problème, je veux dire, on laisse faire. Ça ne dérange personne. À la limite, même le policier, qui n'est pas le policier municipal, mais qui est le policier des forces de l'ordre, de la sécurité nationale, voit ça et laisse passer. Tout à fait d'accord. Je crois que sur ce plateau, nous devons dire que le texte qui crée la police municipale était attendu. D'accord. Et il faut dire que les missions affectées à la police municipale sont nécessaires. Maintenant, on l'a dit qu'il faut les former, mais je vous assure que c'est d'une grande pénibilité de faire ce travail dans une communauté où chacun a sa loi.
Donc, il y a un problème d'éducation civique pour que les missions de la police municipale soient appliquées. Il faut la reconnaissance civique. C'est-à-dire qu'il faut un civisme qui a échappé. Tout à l'heure, Félicité, tu demandais comment on roule sur la chaussée. Oui. S'il y a une chose qui ébranle la santé mentale des Camerounais, c'est la chaussée. Les Camerounais en souffrent mentalement sans s'en rendre compte. Parce que quand vous avez appris à conduire la voiture et que vous voyez une moto au milieu de la chaussée, ça doit vous angoisser parce que dans le code, c'est interdit. Bon, voilà. Mais pourtant, tout se naturalise et tout se normalise. À ce moment, vous sortez du Cameroun, vous allez dans un pays à côté, et quand vous revenez, vous sentez la charge de stress qui vous revient. Parce que là-bas, on respecte le feu rouge. Au Cameroun, quand le feu est au rouge, tout le monde passe. Donc il y a quelque chose qu'on doit rattraper assez rapidement. Et moi, je mets ça dans le compte des comportements. Conduire une moto en y mettant un bébé de la maternelle au guidon, le plus grand sur les cuisses du motoman, la tante qui accompagne ou la mère qui accompagne derrière, le portant un bébé, également, et puis le sac, la bouteille de gaz. Ah bon, d'accord, voilà. J'avais oublié la bouteille de gaz. Ça relève de la performance du motoman. Mais franchement, c'est une conduite suicidaire. Mais comment on peut laisser passer? Parce qu'à force de voir que chaque fois qu'il y a un incident entre un motoman et puis l'autre, qui est la voiture ou bien une autre moto, qui est un attroupement qui bloque la route, mais c'est déjà un indicateur de trouble du comportement. Mais nous laissons. Bientôt, ça va faire une émeute. C'est une urgence psychiatrique. Alors, vous parliez d'éducation. Comme on organise des campagnes avec les mototaximens, c'est le lieu pour moi de faire cette éducation, cette sensibilisation, parce que c'est bien de former les agents municipaux, la police municipale, mais il faut que ceux qui vont aller à leur rencontre en route soient également formés. Parce que l'incident de la dernière fois, il faut le dire, certainement il y avait du zèle, mais ils ont été un peu provoqué aussi, c'est-à-dire que généralement c'est des conflits. Mais ce que je voulais dire, parce que ce débat remet, en fait cet incident rapporte au goût du jour un débat sur l'importance de la police municipale. Moi je pense que pour le développement de nos villes aujourd'hui, avec le boom démographique, on en a besoin. Vraiment, ça c'est un débat qu'il faut clore. On a besoin de la police municipale. Lorsqu'on voit vraiment le désordre urbain, les forces de l'ordre seules ne peuvent pas s'en sortir. Il faut absolument que ces personnes soient là. Maintenant, comme je le disais, une sorte d'éducation. Et puis, il y a un sentiment général je veux dire, une défiance à l'autorité. Je crois que c'est ça. Une défiance à l'autorité. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on sent dans nos villes que les gens ont du mal à accepter l'autorité. Vraiment, qui sont les mototaximans? Vous avez dedans des personnes qui sont diplômées. Des personnes qui ont cherché du travail, qui n'ont pas eu de travail. Pas diplômés aussi. Hein. Vous avez il y a du tout. Oui. Il y a du tout, exactement comme chez les taximans. Donc du coup, vous avez, pardonnez-moi, vous avez une accumulation en fait de personnes qui disent on se débrouille comme on peut au Cameroun. Et on laisse faire. Oui, mais justement, et alors parce qu'on se débrouille comme on peut, qu'est-ce que ce policier municipal va venir me dire? On ne devrait pas. Je voudrais rester. Je ne dis pas qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Nous sommes en pleine anarchie. Oui. Je suis embêté parce que même celui qui se débrouille comme il peut, il souffre terriblement. Bien sûr. Parce que passer entre deux voitures en jonglant mais c'est une levée d'adrénaline, bien sûr, souvent soutenue par le tramadol et puis les autres substances, il faut le dire aussi à haute voix, c'est quand même exposer sa vie à la mort. On a une jeunesse sur des motos qui joue avec la vie. C'est un problème de santé mentale. Je vous assure que la santé mentale, ce n'est pas la psychiatrie à l'hôpital, hein. C'est les comportements humains. C'est des personnes qui ont certainement une faible appréciation de l'amour de soi. Tu ne peux pas t'aimer et t'exposer à la mort. Et maintenant, quand on dit on se débrouille, moi je pense que ce n'est pas un problème de diplôme, c'est un problème d'éducation. Parce que apprendre à conduire la moto, c'est intégrer les risques d'accident et le code de la route. Les motos roulent à droite. À droite, les motos ne roulent pas à gauche. Quand une moto doit doubler à gauche, il faut qu'elle ait la capacité de dépasser sans risque. Et moi, je crois qu'il faut dire fortement que la responsabilité, elle est de nous tous.
ça ne commence pas avec les syndicats, ça commence avec qui est la personne à qui on donne la moto. Si vous êtes diplômé et vous n'avez pas intégré certains éléments, c'est que c'est trop tard. Ça commence tout petit, c'est-à-dire que quand on commence à conduire une moto, on vous enseigne les risques. Venons-en au sujet qui nous intéresse, pas que celui-là ne nous intéresse pas, c'est un sujet important pour la société aussi. Parlons du phénomène des gardes malades, un phénomène qui fait partie de ces pratiques qui émergent et se développent dans un tissu social qui subit des mutations et des dynamiques liées à l'urbanisation. Et peut-être qu'en raison de l'importance de ce maillon de la chaîne des acteurs clés du fonctionnement d'un hôpital au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale a accepter qu'il y ait cette levée de fonds pour la construction des refuges dédiés aux gardes malades dans les hôpitaux. Et Félicité, vous êtes un peu à l'origine de cette affaire-là. On se serait attendu à ce que qu'on mette la main, qu'on mette l'accent sur le malade qui est sur le point de partir, mais là, vous nous ramenez quelqu'un qui s'occupe du malade. Pour quelle raison ? Pour la simple raison que en fait parfois la maladie est comme un cycle, c'est-à-dire que le garde malade court le risque, s'il n'est pas pris en charge, s'il n'est pas pris en compte, de devenir le malade de demain lui-même. Ensuite, vous avez posé la question, pourquoi le garde malade et pas le malade ? Parce que le malade lui-même guérit 2 fois plus vite en regardant son garde malade. Je pense que le docteur Ntonnet est ici sur le plateau. Il va peut-être confirmer ce que je dis. Un malade regarde le visage de son garde-malade. Un malade tire sa force, tire son courage, tire son espoir aussi du garde-malade qui est à côté de lui. Et malheureusement, dans les familles aujourd'hui, il y a beaucoup de gardes-malades qui, fatigués, harassés, qui n'ont pas été, j'allais dire, accompagnés eux-mêmes aussi, abandonnent les malades. Il y a des hôpitaux où les malades sont abandonnés à eux-mêmes. Où c'est le voisin, c'est le malade d'à côté qui lui donne de l'eau, qui l'aide à manger, etc. Pourquoi ils sortent pourtant des familles ? Mais en fait, c'est que les gardes malades, justement, qui ne tiennent plus leur rôle, qui ne peuvent plus tenir leur rôle, abandonnent les malades et le malade peut sombrer simplement parce que son garde malade n'est pas outillé. Albertine, dans les pays développés, le système de sécurité sociale règle ce problème-là. On a l'impression que chez nous, on est à l'hôpital lié au garde malade. Il en faut absolument. Il en faut absolument, je crois, parce qu'il me semble, et le professeur va peut-être me dire si je me trompe, qu'ailleurs, dans les pays développés, le garde malade fait partie d'une catégorie socio-professionnelle. Ils sont liés à l'hôpital, ils travaillent pour les hôpitaux, ils font partie du système de santé, mais que chez nous, c'est tout autre. Le garde malade, généralement, c'est un membre de la famille qui accompagne le malade, qui est auprès de lui, qui se charge, comme le disait la dame tout à l'heure, à voir que tout se passe bien, parce que généralement, le garde malade, c'est lorsque le malade est interné. On ne peut pas penser dans notre contexte, déjà parce que c'est le ministère de la Santé qui le dit, il n'y a pas assez de ressources humaines pour avoir des gardes malades qui seront prises en charge par des personnels. Alors cela doit se faire même s'il y a des écarts de temps en temps dans les hôpitaux, dans les formations sanitaires. Je pense que le garde malade est important. Parce que le vol des médicaments, on va vous dire que c'est un garde malade, on va vous dire qu'il a touché la perfusion quand le médecin est passé, on va vous dire qu'il a ajouté, il a accéléré. Le vol de bébé. Le vol de bébé. Déjà, le garde malade, moi je pense que ça a quelque chose un effet psychologique, je le dis comme ça, vraiment sans savoir trop ce que je dis, mais je crois que c'est un effet psychologique, comme le disait madame, ça rassure le malade de savoir que dans l'environnement, on va dire, inconnu dans lequel il se retrouve, qui est l'hôpital, il y a un proche. Qui est un environnement violent. Qui est un environnement violent. C'est violent parce que la maladie est violente. Et ne nous trompons pas, on est dans un environnement où l'hôpital n'a pas bonne réputation aujourd'hui, malheureusement. Et donc, avoir un proche avec nous, on se sent un peu rassuré. Le garde malade, c'est également le lien avec le médecin pour savoir ce qui se passe, comment on se porte, qu'est-ce qu'il faut. Je pense que le garde malade, on ne peut pas penser notre système de santé aujourd'hui sans garde malade. Maintenant, je peux comprendre que du côté du corps médical, qui est une sorte de retenue sur le garde malade, parce qu'il y a aujourd'hui dans certains hôpitaux, les gardes malades ne sont pas du tout
les bienvenus. Ils sont un peu regardés comme si, voilà, ce sont eux qui sont là pour nous du garder. fait des écarts de comportement aussi, voilà, hein, pas simplement parce que qu'on c'est veut ça. pas. Mais moi, je pense que le garde malade a sa place aujourd'hui dans nos hôpitaux et que c'est très important même pour la guérison. Le garde malade a tellement sa place que c'est le garde malade qui va chercher les médicaments dans les pharmacies. Parfois, les pharmacies des hôpitaux n'ont pas tous les médicaments. Mais ça, c'est parce que c'est notre système qu'il le faut. On peut organiser autrement pour limiter les dégâts. Oui, bien sûr. On va écouter le professeur là-dessus. Dans les hôpitaux, généralement, on vous dit, vous avez droit à un garde. C'est même écrit, hein, dans certains hôpitaux, on écrit, hein, vous avez droit à un garde malade. Et quand le médecin sort, ou je ne sais pas, l'infirmier, il demande même, qui est le garde malade de tel? Ça veut dire que c'est rentré déjà dans le fonctionnement de l'hôpital, qu'il y a un garde malade qui va aller chercher, donc c'est rentré dans le fonctionnement, dans les usages. Le garde malade fait la toilette du malade. Qui va la faire? Moi, je suis témoin de la vie à l'hôpital depuis plusieurs années. Oui. Mais il faut partager que le garde malade est très important. Maintenant, il faut dire que ce qui se passe dans les hôpitaux en ce moment, c'est un désordre dans la communauté des gardes malades, exactement comme avec les motomanes dehors. J'ai lu le livre de Félicité. C'est le poids de la maladie de l'autre sur le garde malade. C'est ça. Et l'Africain, avant la médecine que nous faisons, avait su depuis que quand une personne est malade, elle doit être entourée. Entourée. Et il était évident dans le système de santé au Cameroun de laisser la place aux gardes malades. J'ai étudié ailleurs où vous venez juste jeter un coup d'œil et vous repartez. Parfois, la visite vous est même interdite. Donc, il existe des catégories de patients qui ne doivent pas être vus par le garde malade. On n'en a pas besoin. Mais pourtant, vous décrivez bien, c'est le laisser aller hospitalier où, aujourd'hui, pour aller acheter le médicament, c'est le garde malade qui court. Pour laver le malade, c'est le garde malade qui court. Qui le fait, oui. Mais non, ce n'est pas l'hôpital. Non, nous voulons normaliser ce qui n'est pas bien. Moi, je sais que le garde malade a la place. D'ailleurs, dans mon budget de cette année, j'ai prévu la case des gardes malades. Mais je vais le dire rapidement pour ne pas monopoliser la parole. Il y aura un malade et un garde malade. Il aura son badge. Et quand bien même le prochain viendrait, il se passerait le badge pour qu'il y ait un seul garde malade à la fois. Professeur, est-ce que je peux... Oui, vous allez continuer. Non, je voulais vous juste ce qui est présent un actuellement, éclairage. Oui. En dehors des heures des visites, c'est une communauté plus importante que les malades qui habitent l'hôpital. Moi, ça me pose un problème d'hygiène hospitalière parce que ces gardes, le couloir du CHU qui héberge la salle d'accouchement, le bloc opératoire, la réanimation, il est meublé de personnes. Quand vous leur dites de partir, ils sont étonnés parce que d'habitude, ils marchaient par là. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fracture justement entre la famille du malade et le staff médical? Parce que le médecin, il a la blouse blanche, il y a quand même une sorte de distance qui s'est créée comme ça entre les médecins et les malades et les gardes malades. Et ça fait que cette communication qu'il n'y a pas souvent, je veux dire malheureusement, entre... Donc, deuxièmement, le garde malade n'est pas... Il a un soin affectif par sa présence. Oui. Mais le garde malade du Cameroun aujourd'hui, il peut même vous dire comment vous devez soigner son malade. Donc, en fait, il faut le dire. J'ai dit tout à l'heure, il faut profiter de ce plateau pour dire que dans les hôpitaux, parce que moi j'ai déjà appelé la force de l'ordre à plusieurs reprises, parce qu'il y a des conflits entre les gardes malades et le personnel soignant. Professeur, mais est-ce qu'on peut penser aujourd'hui au système de santé sans garde malade? Non, je vous ai dit que nous sommes en Afrique, il faut un garde malade. Un garde malade. Je dis que, tel que c'est présenté dans plusieurs hôpitaux, les gardes malades envahissent l'hôpital. On amène un malade en urgence, les Camerounais croient que quand ils seront 10, ils vont mieux. Alors, ils arrivent aux urgences en masse. Le personnel sanitaire a besoin de calme pour analyser le problème. Tout à fait. Et c'est dans cette foulée que certains sont très intelligents et disent comment il faut soigner leur malade. Parfois, ils ont été ailleurs, ça n'a pas bien marché. Quand le malade va mal, je peux les comprendre, c'est émotionnel. Mais le garde malade, à partir du moment où il entre dans l'équipe de soins, il dérange l'équipe parce qu'il n'a jamais fait cette école. Il a une présence affective. L'heure des visites est autorisée dans tous les hôpitaux du Cameroun, où vous venez en empathie pour le malade et vous rentrez à la maison. Mais est-ce que dans les hôpitaux, on ne peut pas organiser ça autrement? Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi il y a beaucoup de gardes malades dans les hôpitaux? Est-ce que les responsables des hôpitaux n'auraient pas... La nouvelle culture camerounaise... Ils devaient prendre des mesures pour que cela ne se passe pas comme ça. La nouvelle culture camerounaise veut que la dame qui vient accoucher au CHU,
Il y a sa mère, sa tante, sa cousine et sa grand-mère qui viennent parce que c'est culturel. Mais à partir de ce moment, ils peuvent venir mais rester dans un périmètre qui ne perturbe pas l'activité médicale. Qui est dans le refuge du garde-malade. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là. On va le dire. Le refuge du garde-malade, Oui. c'est pas un hôtel particulier à l'intérieur de l'hôpital. C'est le risque que vous courez pour ça. Oui, je le sais, et c'est pour ça que je dis à haute voix, c'est un très bon projet, mais et puis on va voir avec la mise en... Moi, de toutes les façons, mon espace de garde-malade, c'est pour éviter des scènes qui ne sont pas hospitalières. On sort la fenêtre par la fenêtre, garde malade tel. L'hôpital, c'est la confidentialité. Tout le monde qui est assis n'est pas supposé savoir qu'on appelle le malade de tel. L'hôpital, attention, au Cameroun, on forme des médecins dans un contexte où il y a des bonnes pratiques. On ne peut pas être dans un hôpital où vous avez une salle de 4 femmes accouchées qui sont parfois dénudées et à l'heure des visites, parce que tu viens voir ton épouse qui a accouché, tu as le regard sur toutes les épouses des autres qui ont accouché. Je crois quand même qu'il est temps qu'on ramène l'hôpital à sa place. L'hôpital est au service de la communauté, mais à partir du moment où les conflits interpersonnels, parfois du fait de l'euphorie ou de la panique des familles, ils viennent à cravater et à battre les médecins, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas une seule fois. Nous mettons les soignants, supposés soignés, en conflit avec les gardes-malades qui amènent leurs malades. Et là, on a échoué. Donc, ce refuge, moi, je veux bien, je souhaiterais qu'on participe. C'est un espace où la personne référent pour le malade hospitalisé pourra être contactée avec beaucoup de confidentialité pour qu'il y ait de temps en temps ce relais, puisque notre pays ne nous permet pas à la date d'avoir tous les médicaments à la pharmacie. Puisque notre pays ne nous permet pas à la date, nous allons évoluer un peu plus vite, certainement, mais ne nous permet pas à la date d'avoir la ressource humaine, le personnel. Mais je dis que dans un hôpital, le lit du malade est dressé par le personnel hospitalier. Quand ça ne se fait pas, c'est la même chose que quand la moto roule au milieu de la chaussée. Albertine. Mais moi, je voulais dire, je suis tout à fait d'accord, mais je pense aussi qu'on ne peut pas faire comme si tout se passe bien. Même dans les hôpitaux, peut-être que ça se passe bien au CHU, mais pas du tout. Mais il y a des hôpitaux... Je vous dis que c'est un lieu de violence. Moi, je comprends tout à fait. Tant qu'on sera dans cette violence, il n'y aura pas de refuge pour garder malade. Un refuge, c'est un endroit où on est protégé. J'adhère tout à fait à ce projet de refuge pour les gardes malades parce que j'estime qu'il y a beaucoup d'hôpitaux où même lorsqu'on a un seul garde malade, c'est difficile pour ce garde malade de se sentir, on va dire quoi, parfois même en sécurité, que c'est souvent cela qui crée, on va dire, le soupçon. Ce qui se passe dans d'autres pays, c'est qu'à la porte de chaque hôpital, il y a un hôtel. Tu viens du Gabon. D'ailleurs, actuellement, nous vivons le tourisme médical. Ceux qui vont en Inde, ils ne sont pas dans les chambres. Mais nous sommes dans un contexte camerounais. Non, c'est pour ça que... Mais notre contexte, nous devons l'adapter à notre réalité. À partir du moment où le cousin... La dernière scène au CHU, c'est un malade qui va mal, qui vient d'un autre hôpital. Le fils du malade, qui veut que son père soit soigné, est tellement pressé de le voir soigné qu'il donne des coups de poing au médecin qui demande des examens complémentaires. Voilà une scène, et je vous assure que ne nous trompons pas. Le personnel médical devrait être au service des gardes malades et des malades. À partir du moment où le garde malade veut participer à l'équipe de soins, je crois qu'il faut mettre de la discipline. Est-ce que le problème des gardes malades, le problème du garde malade ne vient pas de ce que le personnel médical se décharge un peu sur lui? C'est lui qui va à la pharmacie, c'est lui qui doit nettoyer le malade. C'est ça qu'il faut réparer. Ce sont des faiblesses dont nous avons la responsabilité. Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de dire là, normalement, c'est aussi, l'objectif du refuge. C'est-à-dire qu'en fait, il faut éduquer le garde malade. Il faut justement des conférences, il faut des tables rondes, il faut des échanges entre le staff médical, je l'ai dit tout à l'heure, et les gardes malades. Alors, dans la pratique médicale, vous ne pouvez pas soigner un malade sans
dans la pratique médicale. Oui. Vous ne Sans pouvez son pas garde soigner malade. un malade sans vous référer à son parent. Par contre, c'est ce qui arrive. Donc, parfois, ça arrive. Le garde malade, c'est ce que je dis. À ce moment, nous sommes sortis totalement de la logique. Parce que si nous voulons faire un hôpital avec des médecins qui ne savent pas comment ils sont en relation avec la famille, pour que la famille se débrouille, avec comme les autres se débrouillent dans la rue. Entre les deux, non. La prise en charge d'un malade prescrit qu'on ait d'abord qui a amené le malade, qui il est pour le malade, comment est organisée la famille, qui est le référent. Il y a un certain nombre de choses. Je dis que le problème du refuge, c'est une bonne idée parce que les malades viennent parfois de très loin. Oui. Ils doivent être. Mais ce refuge n'est pas un refuge de personnel sanitaire. Et donc, il faudra définir les attitudes et les comportements. Les incidents que nous avons. Je me souviens, il y a quelques années, c'était l'hôpital de Biémassi. Ils sont pressés, la jeune dame est de garde, parce qu'il faut quand même comprendre que c'est un métier astreignant. Et puis, elle reçoit des coups de poing. Parce qu'eux, ils veulent qu'on sauve leurs malades. Bon, d'accord, mais cette médecine n'a jamais été enseignée pour que le garde-malade... Alors, il faut que dans le refuge, madame, dans le refuge, qu'on ait des gardes-malades. Mais le garde-malade qui entre en conflit avec le soignant de son malade, ça pose problème. C'est un garde-malade immature et ça pose le problème également des enfants garde-malades. Et d'ailleurs, je le dis également à l'association, il y a une immaturité, c'est-à-dire que la place de l'enfant... C'est un pays immature. La place de l'enfant, docteur, n'est pas à l'hôpital. Et l'une des problématiques que nous posons à l'association Kédio Yono, c'est justement la scolarité des enfants gardes-malades. Vous avez des enfants qui se retrouvent à l'hôpital et parce qu'ils sont en train de garder leurs parents, ils ne sont pas à l'école, ils ne sont pas sur les bancs. Oui, mais là, c'est délicat parce que c'est l'organisation de la famille. Pour qu'un enfant soit gardé de son père ou de sa mère, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Oui. Maintenant, il faut donc ouvrir la brèche aux auxiliaires de santé qui ne seront pas de la famille, mais qui garderont le malade. Moi, je comprends qu'il y ait des difficultés à accepter qu'il y ait beaucoup de gardes malades. Mais je dis, si aujourd'hui on est d'accord dans les centres hospitaliers qu'il faut un garde malade, que ce garde malade soit respecté. Il y a des visiteurs, mais le garde malade qui est là et qu'on identifie comme tel à l'entrée du malade doit être respecté. C'est-à-dire que les conflits qui arrivent, certes, il y a des personnes qui, prises d'émotion, réagissent de façon débordante, alors vraiment on n'arrive pas à se contenir, mais il y a aussi qu'il y a parfois une difficulté à avoir l'information. Alors moi je comprends les gardes malades qui veulent savoir ce qui se passe et qui sont face à un mur, qui sont face à la blouse blanche. On leur dit, professeur, qu'il y a des... C'est pour ça que je pense... C'est elle qui rassure, vous allez vers la blouse blanche pour être soigné. Si ça fait un mur, c'est que vous-même, vous êtes bloqué. On dit même souvent à certains patients, choisissez votre hôpital, choisissez le médecin. Si vous n'avez pas confiance à celui qui va vous soigner, vous ne guérirez jamais. Mais le médecin est là également pour nous mettre en confiance. Oui, il est là pour nous mettre en confiance aussi. Mais sa blouse ne devrait pas être une barrière. Au contraire, elle l'identifie. Un colloque a été organisé par le réseau GERMES SHS, groupe d'échange et de recherche sur la médecine et la santé en sciences humaines et sociales. Cela avec la Maison des sciences de l'homme. Ce colloque s'est tenu à l'école des sages-femmes à Nantes le 25 et le 26 mars 2011. Nous avons eu accès aux actes du colloque et dans ces actes-là, il est établi que dans la vie des institutions sanitaires, faute d'un système de sécurité sociale à même de prendre en charge un pas important de la population camerounaise, les acteurs faibles, mieux encore les acteurs affaiblis, c'est-à-dire les malades, les gardes malades et leurs familles, développent des mécanismes de prise en charge qui puisent dans les référents culturels. Alors, si les gardes malades participent à la prise en charge des malades, leur présence au sein des institutions sanitaires constitue également des risques et des inconforts pour ces institutions. Le professeur a commencé à nous dire que c'est une insécurité pour les malades, pour l'hôpital, etc. Le malade qui est à l'hôpital, qui a un garde malade autour de lui, ou des gardes malades autour de lui, il s'expose à quoi? Il s'expose lui-même à la maladie. Et vous parlez à une garde malade qui a été malade elle-même. Donc il s'expose, lui, à, j'allais dire, ce stress très fort qui le prend, forcément, parce que déjà, la maladie est quelque chose qu'on ne connaît pas. On découvre, et d'ailleurs, je voulais le dire comme ça au docteur Tollet, que le garde malade ne connaît pas. Que le garde malade ne connaît pas. C'est clair. C'est-à-dire que lorsque les médecins nous signent aux malades le bon de sortie,
La famille ramène le malade à la maison, mais très souvent, c'est une autre paire de manches qui se passe à la maison, parce que le malade a changé, parce que le malade est, bien qu'il soit parfois convalescent, surtout dans les maladies invalidantes telles que Alzheimer, Parkinson, AVC, le malade a quand même reçu, j'allais dire, une foudre. Il a quand même reçu quelque chose qui touche à son intégrité morale, psychologique, physique même. Et donc forcément, quand il rentre, parfois il ne retrouve pas ses repères au sein du socle familial, et parfois même la famille ne sait pas trop comment y faire avec lui. Et il n'y a personne qui dit à ce membre de la famille qui rentre avec son malade, voilà, il va changer, il peut faire comme ça, il peut faire comme ci. Il n'y a personne qui lui dit ça. Donc, c'est une violence. Donc, du coup, le refuge, pour revenir à l'hôpital, il faut dire que le refuge est là pour améliorer les conditions de vie, de séjour des gardes malades. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gardes malades qui ne font pas un jour à l'hôpital, qui ne font pas une semaine à l'hôpital, qui ne font pas un mois, mais qui font un an. Il y a des malades qui font des années, il y a des gardes malades qui font des années et qui sont tellement fatigués, qui n'en peuvent tellement plus. Entre-temps, il y a plein des conflits larvés familiaux qui se sont levés. Parce qu'il faut dire très souvent que lorsque vous avez un papa qui est malade ou alors une maman qui est malade, ça peut susciter des querelles au sein des familles, entre les frères, dans les fratries. Ça peut susciter également des problèmes juridiques, il faut le dire également, parce que, on commence à lorgner un peu sur l'héritage. Tiens, il est en train de partir, là, ça va pas du tout. Si jamais il part, c'est moi qui ai la voiture. Si jamais il part, c'est moi qui ai la maison. Ça semble comme ça au très fort, mais c'est la réalité. Alors, on est d'accord que la place du garde malade dans notre contexte est encore là. Bien sûr. Ça sert à quelque chose. Mais comment se détacher des référents culturels ? On ne peut pas. Ça ne sert à rien d'imiter. Vous savez, au Cameroun, moi j'ai étudié ici et puis j'ai beaucoup travaillé. Je n'ai travaillé d'ailleurs qu'à Yaoundé. Il était une fois le pavillon Bodlog, les mères restaient avec leurs enfants. Et puis après, nous avons eu des influences sur des programmes internationaux qui ont dit bébé biberon. Et puis après, les diarrhées sont arrivées. Après, on s'est rendu compte que on ne peut plus faire ça. Et c'est un jour un professeur qui venait de France qui s'est étonné de voir que en France, où l'enfant dort seul à l'hôpital, les Africains étaient très en avance. Mais au lieu de rester dans cette avance où on est chaleureusement sur l'enfant, on imitait les autres en vidant les hôpitaux. J'ai dit que, d'emblée, en commençant, qu'en Afrique, nous sommes communautaires. Et que quand vous êtes malade, votre famille est malade et votre communauté est malade. Même sans sécurité sociale, les Camerounais se soignent. Ils n'ont pas commencé à se soigner aujourd'hui. Ils se soignent avec les moyens de l'individu malade, les moyens de la famille et les moyens de la communauté. Cela étant, je crois me souvenir que l'approche de santé publique est surtout orientée vers le district, donc à base communautaire. Ça veut dire que nous voulons la participation des familles à la prise en charge. La famille devient partenaire pour la prise en charge de ce cas, pour que ça aille bien. Mais le partenariat, c'est là le problème. Le partenariat ne veut pas dire que quand vous arrivez, avant de payer, vous devez d'abord savoir pourquoi on a demandé la formule sanguine. Et d'ailleurs, à quoi va servir cet examen ? Puisque si je te dis, tu ne comprendras pas. Donc, il faut que le garde malade respecte la profession pour laquelle il demande une assistance. Oui. Je dis encore que ce n'est pas un conflit isolé. C'est le reflet de ce qui se passe dans la rue qu'on revoit à l'hôpital. Autant la force municipale n'est pas respectée par un motoman, autant le garde malade, qui a son parent malade, pense que c'est en donnant des coups de poing au médecin qu'il va guérir, ou bien qu'il va mieux soigner. En fait, vous voyez un peu dans quel genre de... C'est un trouble du comportement. Et je vous assure que la santé mentale, ce n'est pas le malade qui marche nu dans le boulevard. Au Rwanda, je dis toujours, parce que je peux le dire, nous avons proposé à ce pays, après le génocide, la politique de santé mentale, qu'ils mettent en application. Un Rwandais ne jette pas une épluchure de banane au sol. Ah ben voilà. C'est ça la santé mentale. C'est-à-dire que ça te permet de surmonter les tensions de la vie. Même si tu as ton éplucheur qui te dérange, le Camerounais, il balance et vous voyez ça traverser sur le toit de sa voiture. Et ça ne dérange personne. Non, on ne peut pas se détacher des... Alors, on ne peut donc pas se détacher de cet élément culturel. Ça veut dire qu'à l'hôpital, on va continuer à vivre les mêmes situations, les mêmes Mais tensions. D'une certaine façon. Je vous le dis, Séverin, il était une fois le Cameroun, il y avait toujours des gardes malades. Mais il n'y avait pas ce genre de désordre qui s'installe à l'hôpital. Et normalement, un médecin travaille, l'équipe médicale travaille dans la sérénité, dans la confidentialité.
Et même quand c'est votre époux, si on vous donne un diagnostic, je dois apprécier votre capacité à supporter le poids du diagnostic. Ouais. C'est mon métier à moi. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y aura des gardes malades, il y aura des refuges, heureusement, et je vous le dis, nous au CHU, on a prévu une case où un son viendrait dire discrètement qu'on appelle tel. Et je vais combattre aussi les comportements de ceux qui appellent les gardes malades toutes les 5 minutes. Ils sont dans les couloirs hospitaliers. Je dis, qu'est-ce que vous faites ici? Ils disent, on nous a dit d'attendre ici. On nous appellera de temps en temps. Ça, c'est pas bien. Donc, à minuit, vous avez dans le couloir des gens qui dorment. Et il y a une équipe qui a voulu très humanitairement me proposer des tentes et ils voulaient que je les aligne tout au long du couloir qui fait salle de classe. Non, je crois que nous pouvons bien faire. C'est les tentes de Alors, si tant est que cet événement... Non, c'est le site, il faut mettre ça dans un périmètre qui ne piétine pas le périmètre des soins. Tout à fait, je suis d'accord. On est d'accord que le garde malade a sa place. Il a sa place, mais il a sa place. D'ailleurs, qu'on lui donne pas qu'il prend. Il faut intégrer pas une place qu'il prend, mais une place qu'on lui donne. Notre vie communautaire. Oui. On est d'accord. Oui. Maintenant, il doit avoir, puisqu'il s'agit d'un partenariat, il doit avoir un type de relation entre le personnel soignant et le garde malade. Qu'est-ce que vous y voyez? Oui, moi, je pense que ça a toujours été comme ça. Sauf qu'il y a des glissements et qu'il y a des comportements inappropriés des deux côtés. Je vous dis que je ne protège pas ma profession. Je sais qu'il y a des comportements inappropriés dans l'équipe médicale. On le regrette. Comme je vous dis qu'il y a des comportements inappropriés dans la plupart des bureaux que nous fréquentons, où les gens sont au service de la population et où on s'étonne parfois des comportements. Mais la lutte, sur ce plateau, je vous dis, la lutte, c'est la promotion des comportements sains dans notre société. Et vous verrez que les gardes malades n'auront pas de problème à l'hôpital. Il y a en 2020, le quotidien Mutation qui avait fait une excellente enquête sur les gardes malades dans les hôpitaux. Et il ressortait de cette enquête que les gardes malades, dans la plupart des hôpitaux, ils ressortaient de là avec des maladies. Donc pour moi, je pense que déjà sur le plan des commodités, même pas sur le plan des commodités. Donc je pense que c'est très important. Si on est d'accord qu'il faut au moins un garde malade, mais que celui-là soit bien traité parce que, on l'a dit, le professeur même le reconnaît, c'est une sorte de partenaire du centre hospitalier. Donc on peut pas... Le garde malade qui est couché sur la natte au pied du lit du malade n'est pas en sécurité, c'est pas la place du garde malade. Nous sommes d'accord, professeur, mais sauf que s'il n'est pas là, il faut qu'il soit quelque part. Parce qu'il y a des gardes malades qui dorment sur des bancs, sur des bancs dans les hôpitaux. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le garde malade qui est couché sur la natte à côté a l'impression que c'est parce qu'il est à proximité qu'il assiste sa personne. Et c'est là où on change sur le plan culturel. On lui dit, tu peux être à côté, mais là où tu es couché, il y a des microbes. Voyez-vous ? D'accord. Bon. Deuxièmement, il y a des malades de court séjour, de moyen séjour et de long séjour. Donc, on ne peut pas non plus créer un hôtel où les gens vont venir s'installer, ça va nous créer d'autres problèmes. Maintenant, je vous dis qu'à l'hôpital, il faut un endroit où les gardes malades, ceux qui sont référents restent, le reste rentre à la maison. Ils viennent à l'heure des visites. Les visiteurs. Ils visitent et ils repartent. Alors, ceci dit donc, il faut un espace, j'allais dire, un espace salon où les gardes malades peuvent regarder la télévision, écouter la radio, lire. On dit que les Camerounais ne lisent pas beaucoup. Il y a un espace bibliothèque, une petite kitchenette pour réchauffer son plat ou pour faire sa petite cuisine, etc. Et puis... c'est pour Yaoundé ou bien pour Nguel-Medouga? C'est pour Yaoundé et Nguel-Medouga aussi. Alors en Nguel-Medouga, on va faire comme la population de Nguel-Medouga voudra, comme le maire de là-bas voudra, il y a pas, comme les élites de Nguel-Medouga voudront. On va le faire. Voilà, c'est décentralisé. Oui, c'est-à-dire que le refuge à Marois ne sera pas construit de la même manière que le refuge à Yaoundé. À Yaoundé, non, c'est pas vous savez, à proximité de cet espace CRTV, il y a un très vieil hôpital là. Mais je vous dis que j'étais encore étudiant, il était pensé pour que chaque malade ait le lit de son garde malade. Jamou, là. À l'époque du professeur Macan, en tout cas dans notre domaine, nous savons mieux que les autres qu'un malade a besoin de son parent. Tout à fait. Il se sent beaucoup plus... Ça le rassure. Mais alors, ce parent est celui que nous allons préparer à s'habituer
à la prise en charge. Pour qu'une fois rentré, je vous dis ça quand j'étais étudiant, ça veut dire que les autres Camerounais qui sont nés après devraient faire la même chose. Maintenant, si les comportements des Camerounais changent, y compris en médecine, ça interpelle toute la société. Je dis y compris en médecine parce que je ne vois pas quel domaine où les comportements n'ont pas changé. La santé mentale des Camerounais pose problème. Même pour celle des, bien sûr vous l'avez dit vous-même, celle des médecins aussi. Je dis tous les Camerounais. Je suis d'accord. Elle pose problème et les Camerounais, ils ne se rendent pas compte qu'ils souffrent eux-mêmes. Je vous dis que je suis sorti de ma maison, j'habite la Cité Verte, il y a un feu, je m'arrête, il y a quelqu'un qui klaxonne avec force. Parce qu'il vous demande de passer. Je me déporte pour le laisser. Et quand je le regarde, parce qu'il ne peut pas passer, je lui demande quand à 7h30, vous êtes déjà énervé comme ça, comment vous allez arriver en fin de journée? Les Camerounais ne se rendent pas compte qu'ils se font de mal. Lorsqu'ils s'engueulent, lorsqu'ils crient les uns sur les autres, lorsqu'ils se donnent, ils sont devenus violents. Cette violence, elle interpelle un programme mondial qui est Safe Community. C'est-à-dire que développer dans la communauté des comportements plus conviviaux. C'est pas par la force qu'on soigne un malade. À l'école, il faut éduquer les enfants à l'instruction civique. Et puis maintenant, quand les gens grandissent, il faut qu'ils vivent dans une société où il y a des modèles comportementaux. C'est ça la santé mentale. Aux côtés du gouvernement du Cameroun, la communauté humanitaire a lancé le plan de réponse humanitaire 2024 qui indique que plus de 3 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire cette année. Et sur cette question, regardons le ministre de l'administration territoriale. Les gens doivent pouvoir s'auto-gérer. Et nous avons vu comment le chef de l'État a piloté le dossier des déplacés du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a plus de 300 000 qui sont rentrés convenablement et ceux qui sont restés dans d'autres régions peuvent s'auto-gérer aujourd'hui et n'ont pas forcément besoin de l'aide. Donc l'assistance humanitaire n'est pas éternelle. La présence des gardes-malades dans les institutions sanitaires au Cameroun, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'elle ne met pas en lumière les défaillances de notre système de santé? C'est-à-dire qu'il y a une démission quelque part. La démission, on l'a senti, mais je vous assure qu'à partir du moment où on ne recrute plus de médecins, la charge de travail, peut-être que chacun peut défendre son métier, mais la médecine est un métier où il y a des astreintes et où il y a des gardes. Si nous n'avons pas assez de ressources humaines, malgré la volonté, il y a un épuisement qui s'installe. Un personnel de santé en burn-out, c'est comme l'âne qui s'arc-boute. Donc, il nous faut de la ressource humaine, premièrement. Et deuxièmement, il faut quand même continuer à mettre à jour les bonnes pratiques en milieu hospitalier. Donc, ça, c'est la responsabilité et des écoles et des responsables d'établissements. C'est notre devoir. Mais ceci se fait dans la société. On n'a pas besoin d'être fouetté par les gardes malades pour changer de comportement. Donc, par contre, nous sommes conscients, parce qu'un médecin travaille sous serment, il a des missions. Ça peut arriver que, parce qu'on a coupé son salaire, il se comporte autrement, ou bien parce qu'il est un peu avide d'argent, qu'il ait des comportements un peu mercantiles. Tout ça, ce sont des choses qui sont contrôlées par l'éthique et la déontologie. Il y a des structures pour cela. L'ordre des médecins doit être regardant, pas seulement pour qu'on s'inscrive en payant quelque chose, mais pour suivre, monitorer les comportements des soignants. Nous sommes enseignants, nous devons transmettre aux apprenants qui vont devenir médecins et aux spécialistes de demain des aptitudes, des connaissances, des attitudes et une façon de pratiquer. Quand j'ai dit ceci, ça se passe dans une société qui doit donner à ce personnel un confort de travail. Oui, et ce confort de travail, c'est l'amélioration du cadre de travail. Et c'est quand vous avez dit ceci, docteur, que je vous dis donc, je vous apprends que justement dans le refuge du garde-malade, il y a prévu en haut cet espace conférence, cet espace, j'allais dire, ouvert, où justement les médecins peuvent venir là-bas pour se récréer. Est-ce que vous savez que, oui, ça fait peut-être sourire comme ça. Non, je souris pas parce que c'est faux, mais parce que l'hôpital en soi. L'hôpital en soi, on voudrait amener la vie à l'hôpital. C'est-à-dire que nous voudrions amener les spectacles à l'hôpital, pourquoi pas? Les humoristes à l'hôpital, pourquoi pas? Mais oui, docteur, oui, les clowns à l'hôpital, pourquoi pas? Dans cet espace du refuge, il faudrait des pièces de théâtre, on va dire mercredi. C'est pas gros ce projet-là, Félicité. Oui, parce que c'est gros, mais c'est faisable. Ce n'est jamais gros. Est-ce que vous savez que quand on rêve, enfin quand on a une vision, d'accord, la vision apparaît souvent plus grande que soi-même.
Mais quand on se met dedans, je vous assure que les médecins qui entrent dans ce refuge du garde-malade, avec les infirmiers, avec les aides-soignants, avec tout le personnel médical, et qui savent que ce mercredi, aujourd'hui, il y a tel artiste qui vient prester, ou alors il y a tel humoriste qui vient nous faire rire, ils vont venir, ils seront un peu plus à l'aise, ils seront moins stressés. Et s'ils savent surtout que, aussi, il y aura un espace... Je voudrais un espace sport, c'est-à-dire qu'un vélo d'appartement, je prendrais l'ancien vélo de Séverin qui n'utilise plus, ou alors je prendrais le vélo du docteur. On met un espace, on met un endroit où les gens peuvent venir faire un peu de sport là-bas dans le refuge. Je peux vous assurer que ça va faire du bien aux gardes-malades, mais également au personnel médical. Est-ce que la couverture santé universelle pourrait améliorer la relation entre le professionnel de la santé et le garde-malade? Moi, avant d'en arriver à la couverture santé universelle, moi, je suis ravie d'avoir entendu l'expression bonne pratique, qui est très importante. Dans, oui, c'est ça. Sinon, on sort de la profession. Les bonnes pratiques. Il faut vraiment que l'on s'arrête sur cet aspect bonne pratique à l'hôpital, de la part du corps hospitalier, mais également les bonnes pratiques de ceux qui viennent, c'est-à-dire le garde-malade. Moi, j'insiste parce qu'on peut, dans les hôpitaux, également mettre en place des programmes de counseling pour les gardes-malades. Dans le refuge du garde-malade, lorsque les gardes-malades arrivent, quand on les a mis quelque part, les centres hospitaliers développent ce moment de counseling. On vous dit, vous savez, vous êtes là parce que, et si les médecins ne vous disent pas si ce n'est pas parce que vous êtes... On le dit, parce que ces personnes ont également besoin d'un petit accompagnement. Mais je dis, les conflits naissent souvent parce qu'on a le sentiment que même, on a dit, pour ça je dis la bonne pratique, même du côté des médecins qui ne sont peut-être pas prêts à travailler avec les gardes-malades, parce que le médecin, il est d'astreinte, il a ses choses à gérer, il ne voit pas forcément pourquoi est-ce que le garde-malade se place devant pour lui poser des questions. Il faut qu'il y ait ce volet. On ne peut pas soigner un malade sans communiquer sans parler avec sa famille. Oui, mais il y a certains, on le dit comme ça, mais professeur, ça vous semble évident. Mais je vous dis qu'en tant que même usager, moi je vois des médecins qui ont du mal à partager avec le garde-malade. Il faut qu'on les mette dans... Qui répondent quoi? Qui répondent, je connais mon métier. Oui, que je connais mon métier, monsieur, j'ai fait mes études. Mais c'est le modèle. C'est ce modèle. C'est le seul modèle que vous avez vu. Il y a des bons médecins au Cameroun. Il y en a. Heureusement d'ailleurs. Je voudrais que vous le disiez à haute voix ici. Oui. Il y en a. Parce que tout à l'heure, j'ai souri. Pourquoi? Parce que moi, au CHU, j'ai souvent invité un orchestre qui passe de salle en salle et qui fait des symphonies. Et vous aviez pour les malades. La guitare? Non. Oui, je l'ai. Et puis, il y a d'autres qui viennent. Ce que je veux dire, c'est que c'est parce que nous avons pensé que c'est pour le bien. Et vous voyez quelqu'un qui sort avec ses béquilles et qui vient écouter ce récital de musique. Ça, on le fait. Mais il n'y aura jamais de confusion entre la salle de garde, lieu de vie des médecins, où ils échangent sur l'intimité de leurs malades, et la convivialité qui aura lieu dans le refuge du garde-malade. Tout à fait. On reste dans l'ordre des bonnes pratiques. Est-ce que nos formations sanitaires peuvent aujourd'hui limiter le nombre de gardes-malades? Elles doivent le faire. Et comment? Elles doivent le faire parce que c'est un problème d'éducation et de sensibilisation. En tout cas, au CHU, nous allons élaborer des badges. Et chaque malade nous dira qui est son référent. Il aura son badge. Aux heures de visite, même aux heures de visite, ce sera des vagues de visiteurs. Ils entrent, ils ont le temps de voir leurs malades. Mais je vous assure que c'est pour préserver la santé des malades. C'est vrai. Parce que le garde-malade qui vient avec son matelas de la maison et qui le pose dans le couloir parce qu'il veut se coucher, quelle est l'écologie de ce matelas? Le matériel hospitalier est hospitalier. Nous aspirons, vous avez peut-être constaté, la crise elle est nationale. Aujourd'hui, il n'y a plus de pyjama du malade, il n'y a pas l'au-delà du malade, mais on va y revenir. On doit y revenir. C'est vers ça qu'on doit revenir. Mais je ne veux pas qu'on aille acheter l'au-delà à Santa Lucia pour le mettre sur un lit de réanimation de malades opérés. Vous voyez un peu? Non, je le dis parce que c'est en face du CHU. Et je vous assure que je n'attends même pas. Je vais de moins en moins attendre l'au-delà qui vient de la maison. Mais il y a une place pour la cuisine hospitalière, la nourriture aux malades. Quand la nourriture vient de l'extérieur, on n'a pas la certitude.
qu'elle est appropriée aux malades. Même si cette nourriture a une charge affective, voyez-vous. Parce qu'à l'étranger, vous n'allez pas amener le Kwemepui, le coq à l'hôpital. Non, vous ne voyez même pas votre malade tous les jours. Pourquoi vous voulez le faire ici? Peut-être aussi un autre élément qu'on n'a pas évoqué, le casting du garde-malade par les familles. Qui doit faire le casting? Généralement, c'est la famille qui vous propose. Parce que non, je suis d'accord. Je dis ils sont matures. Non, mais parce que parfois dans les familles, la dame le disait tout à l'heure, on retrouve des enfants garde-malades. Le garde-malade, ce n'est pas celui qui n'a rien à faire, qui est inutile. Le garde-malade, ça doit être quelqu'un de... C'est vrai que, bon, parfois le garde-malade, on n'a pas le choix. Mais généralement, c'est pas vrai, je le dis. Il faudra faire attention à l'organisation familiale. Oui, voilà. Depuis des temps, même avant votre génération, il y a des enfants qui ont interrompu l'école pour rester au chevet de leurs parents. Vous n'allez pas changer ça. Malheureusement. C'est pour ça que c'est vrai. Restons africains, restons camerounais, mais améliorons. Et ce qui s'est passé, c'est que ça allait déjà bien, mais en ce moment, c'est dégradé. Quand on enseigne la médecine, on dit comment il faut être. Mais il faut aussi que ceux qui sont gardes-malades soient enseignés de comment ils doivent être avec l'hôpital. À ce moment, c'est le conseil dont on parle dans le refuge. Tout à fait. Et puis, il faut sécuriser les hôpitaux. Parce que dans la population des gardes-malades, il y a des voleurs. Non, moi je le dis sur l'écran parce que malheureusement, ils s'infiltrent. Dans ce grand nombre de gardes-malades, où un seul malade a 15 gardes-malades, le 16e, c'est parfois le voleur qui vient et qui peut poser des actes, comme ça a déjà été observé. Quand on opère dans un bloc opératoire et que 10 personnes de la famille attendent à la porte, je lis leur angoisse, mais ce n'est pas parce qu'ils sont présents que le chirurgien va bien opérer. Les numéros, c'est les numéros 20 ? Alors ça, c'est les numéros marchands. Ça s'appelle les codes marchands. Pour la collecte des fonds. Pour la collecte des fonds, qui a commencé sur l'ensemble du territoire national. Donc ceux qui sont intéressés... Ce ne sera pas la collecte des fonds pour les Lions Indomptables? Non. Je pense que si c'était la collecte des fonds pour les Lions Indomptables, ça aurait déjà crépité de partout. Donc, le code marchand de Orange, c'est 82 57 13. Maintenant, MTN, ça sera donc étoile 126, étoile 4, étoile 94, 21, 22. On espère qu'ils vont retenir, parce que c'est beaucoup de chiffres quand même. Oui, elle a le temps de nous le rappeler. Voilà. Mais féliciter, je voulais quand même dire que dans la pratique médicale au Cameroun, je peux te le dire, tous les médecins parlent avec les parents. D'accord. Maintenant, ça se passe, le mode tu es communicatrice, donc tu peux comprendre quand même qu'il y a des quiproquos parfois et des ambiguïtés. C'est votre métier. Parfois, la communication n'est pas bonne, mais pas à cause de l'émetteur, parfois à cause du récepteur. Ça va dans les deux sens. Je vous ai dit que la crise des hôpitaux, c'est le payant. Le payant est abstrait, mais il faut qu'on le construise. Moi, j'ai étudié dans un CHU où le payant, c'était la sécurité sociale. Donc, l'approvisionnement en médicaments était prêt, le chariot passait et vous donnez vos traitements, et après, à la sortie, vous n'aviez que la facture. J'ai décidé au CHU que quand un malade sort, ils n'ont jamais de l'argent pour payer. Bon, pour la plupart. À ce moment, ils payent ce qu'ils peuvent et ils reconnaissent les dettes pour un moratoire. Mais alors, je vous le dis en souriant, c'est notre pays. Ils ne reviennent jamais. Alors, vous voyez qu'on veut faciliter la qualité de vie, mais les Camerounais, ils sont comme les gars sur la moto. Quand on lui dit peut-être de s'arrêter parce qu'il a plusieurs personnes sur sa moto, lui, il s'échappe. Donc, faisons des efforts, parce qu'on a un grand pays et on a des capacités. Les autorités sanitaires souhaitent réduire les évacuations sanitaires, qui coûtent très cher, et nous devons donc transformer nos hôpitaux en lieux d'accueil. Un hôpital, hospital, c'est l'hospitalité. Mais en même temps, lorsque l'entrée du CHU, l'entrée et la sortie sont barrées par l'arrêt des taxis, il y a un problème. Et les boutiques s'imposent et le parking extérieur du CHU, c'est un garage à taxi. C'est à ciel ouvert, c'est vu. Le directeur général est sorti quelques fois, ils se sont dit, mais ce nouveau-là, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Vous voyez? Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand je dis aux gardes-malades, restez à la distance, ils disent, c'est leur hôpital. On va m'enlever bientôt. Mais oui, évidemment, un jour je vais partir. Mais au moins pendant que je suis là, on va discipliner l'hôpital et on va demander aux autorités de sécuriser l'hôpital parce qu'il faut travailler dans le calme.
et dans la sérénité. On va dire merci à Albertine, hein, c'est un nouveau challenge. Voilà, j'espère que le professeur et tous les autres maillons de la santé vont porter ce bébé qui est là pour servir aussi, apporter sa pierre dans Vous voyez que c'est le ministre de l'administration territoriale qui a lancé le projet. Ouais. Ça montre la vision interdisciplinaire de la santé. La santé, ce n'est pas à l'hôpital. La santé, c'est pas. Parfois, vous voyez, quand on dit ministère de la Santé, on n'a pas dit ministère des maladies. Non. Vous comprenez? La santé, c'est un état de bien-être que vous avez même quand la maladie est là. Tout à fait. Donc, vous pouvez être diabétique et être en santé. Vous pouvez avoir des épisodes de dépression et être en santé. Vous pouvez avoir une tuberculose et être en santé, pourvu que vous soyez bien soigné. Et pour être bien soigné, il faut que ce soit fait par ceux qui savent soigner. Parce que lorsque tout le monde vient sur la table des soins, ça fait désordre. Merci d'être venu, merci professeur. Albertine, félicité, merci. Je crois qu'on a suffisamment parlé du rôle et de la place du garde-malade. C'est un maillon essentiel du système de santé au Cameroun, nous le reconnaissons, mais il faut davantage améliorer sa relation avec le malade, sa relation avec le professionnel de la santé qui reste le maître du jeu. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain.